la violence se renforce parce qu'on a des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être violents, qui du jour au lendemain, se disent moi aussi maintenant je vais y aller, je vais caillasser parce que les pouvoirs politiques ne m'écoutent pas. Je dirais qu'on est tous gilets jaunes. On est tous dans les forces de l'ordre chez les CRS. Vous n'avez pas de notables. Quand les manifestants viennent à notre contact, c'est surtout gênant, en fait, je dirais pour eux. Parce que s'ils viennent au contact, ça veut dire qu'ils s'exposent à notre action. Et si on s'expose à notre action, à partir du moment où la machine est lancée, ne viennent pas à notre contact, en fait. Entre le 1er et le 8 décembre, j'ai décidé de changer en profondeur la doctrine d'emploi. J'ai décidé effectivement de changer cette stratégie qui consistait à tenir à distance, à bloquer, à les laisser casser sur les espaces, sur les places publiques. Pour maintenir l'ordre. C'est des flics, c'est des baqueux qui sont là. Tu sais ce qu'ils se disent? Regarde là-bas, puis on va te les faire. Le maintien de l'ordre à la française a longtemps été érigé en modèle. Avec le mouvement des Gilets jaunes, les fondamentaux ont volé en éclats. C'est pourquoi Débordé par une rue décidée à rompre avec les règles de la manifestation classique et à chercher le contact avec les forces de l'ordre, le pouvoir a entériné une ligne dure. Les séquelles sont profondes. La confiance de la population vis-à-vis de sa police est mise à mal, au point que certains craignent de voir le droit de manifester remis en cause. Comment en est-on arrivé là? CRS, gendarmes mobiles, des hommes de terrain à ceux qui les commandent, nous avons pris le parti d'interroger ceux qui détiennent le monopole de la force légitime. Donc on est dans une phase de poursuite de la contestation Gilets jaunes avec un durcissement relativement récent à la suite d'exactions graves qui ont été constatées sur la ville de Paris. Donc premier pôle, le pôle 1, avec comme point particulier la place de l'Étoile, figurée par Place de l'Europe, Place de la Loi, et l'Arc de Triomphe. Le pôle 2 avec les sites Élysée, Beauvau. Le pôle 3 avec des commerces. L'adversaire, essentiellement constitué par des gens qui vont se fédérer à la manifestation des Gilets jaunes, mais également dans les mouvances les plus radicales, les mouvances ultra-droite, ultra-gauche, ultra-jaune. Le cadre légal, la préfecture de police nous a accordé d'emblée l'emploi de la force. Manifestants hostiles, les gars. On est à droite, nous. Le troisième samedi des Gilets jaunes, marqué par la prise de l'Arc de Triomphe, a tellement déstabilisé les forces de l'ordre que c'est désormais un cas d'école. La journée du 1er décembre 2018, on ne pouvait pas ne pas en tenir compte dans l'instruction dispensée ici à Saint-Estève. Donc immédiatement, on a réuni nos cadres en disant voilà, quel impact pour nous, comment devons-nous modifier nos exercices? Et cette remise en cause débouche concrètement, rapidement, sur un exercice gilet jaune, où au sein de notre village maintien de l'ordre, une des places a été baptisée Place de l'Étoile pour cet exercice-là, et où on recrée cette violence spontanée, rapide, tous azimuts. Le 1er décembre, en fait, on a passé un cap. On est passé du maintien de l'ordre traditionnel à un maintien de l'ordre insurrectionnel. Ça, c'est la façon où moi je le définis. Les compagnies ont commencé à être accrochées à partir de 9 h du matin. Moi, j'y étais, avec toute mon équipe. Et on a été harcelés jusqu'à 23 h. Nous, on devait tenir la rue Kléber. Et au niveau de la rue Kléber, ils se sont emparés d'un Manitou de 5 tonnes. Ils ont pris une grue, là, ils foncent contre le canon à eau. Avec les fourches levées à hauteur de cabine. Voir un engin de 5-6 tonnes avec les fourches en avant foncer sur le camion, sachant que les collègues au sol n'avaient quasiment plus de grenades. Nous, on avait quasiment plus d'eau.
On a été très clairement surpris. On a été submergé tant par la quantité que par l'intensité d'une foule manifestante avec des pics de violence que je n'aurais jamais cru voir possible de la part d'une frange de la population qui reste issue des classes populaires traditionnelles, pas anti-police, pas anti-force de l'ordre. Là, on ne parle pas de Black Bloc, on ne parle pas d'antifa, on ne parle pas d'anarchistes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. On est sur une explosion quasi insurrectionnelle qui se déroule en plus sur un endroit sacré, les Champs-Élysées. Il a fallu essayer de canaliser ces gens, les empêcher d'aller n'importe où, parce qu'on ne peut pas laisser aller des gens qui manifestent avec des intentions qui ne sont pas forcément pacifiques, aller n'importe où. Et rapidement, il y a donc eu usage de la force, côté des forces de l'ordre, donc rapidement des violences en face, en riposte. La violence en face est de plus en plus forte, parce que la colère grandit, parce qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant, très peu de réponse politique. Et automatiquement, nous sommes en face de la population, nous sommes entre la population et les institutions. Symbole de l'échec des forces de l'ordre ce jour-là, l'agression d'un policier, membre d'une compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris. Là, on a envie de casser du flic, hein, si on pouvait en buter un, comme on entend souvent en manif, si on peut te buter, on te bute. Quand on nous dit que le seul truc qu'ils veulent, c'est nous voir à terre et nous lyncher, bah voilà, les images en direct. J'ai juste envie de me lever, de rentrer dans l'image. Nous, en fait, on était affectés sur le bas des Champs-Élysées. On était en barrage filtrant. Les événements se sont passés en haut des champs. Et donc, on a suivi ça par procuration, en fait. C'était très frustrant d'entendre les collègues pas appeler au secours, mais presque. Des scènes de violence filmées sous tous les angles, relayées sur les réseaux sociaux, diffusées sur les chaînes d'infos, marquent profondément les esprits. Des images désastreuses pour le pouvoir. On a tenu bon, on a fait le travail. Et ce jour-là, je pense qu'on a tenu aussi un petit peu la République à bout de bras quand même. Hein, parce que je pense qu'il y en a qui ont dû se poser des questions. Voilà, en haut lieu. Le pavé parisien a été le théâtre de toutes les colères françaises. Au pays de la prise de la Bastille, manifester n'est pas seulement un droit, c'est un rite, un réflexe inscrit dans le dialogue social. La maîtrise de l'ordre public relève d'un subtil équilibre entre droit de manifester et protection des institutions. Quand l'exécutif se sent menacé, l'enjeu politique devient encore plus fort. Pour certains, il y avait une volonté de mettre en œuvre et de mettre en place un climat insurrectionnel dans le pays. Et ça, dès le 1er décembre au soir, une fois les événements passés, ça n'est pas acceptable. Et donc, on va, à ce moment-là, apporter des modifications très fortes dans la façon dont nous allons gérer les manifestations des Gilets jaunes. Une semaine plus tard, le 8 décembre 2018, une grande première. Les véhicules blindés de la gendarmerie se déploient dans la capitale. La guerre des images est déclarée. Un message fort à l'intention des manifestants comme de l'opinion. Au niveau du flanc ouest, l'axe Champs-Élysées, cette fois, n'était pas verrouillé, mais il était contrôlé par les gendarmes mobiles, incluant l'Arc de Triomphe, avec 2 unités directement dédiées à cette fonction, et également à la charge des gendarmes mobiles, le périmètre de l'Élysée, avec
au cœur du périmètre, constamment, H24, une compagnie de CRS qui constitue un peu l'ultime recours permanent. Paris devient un champ de bataille. L'Élysée, Matignon et l'Assemblée nationale sont mis sous cloche. Mais ce jour-là, c'est sur le terrain que la doctrine du maintien de l'ordre bascule. On peut considérer que cette journée-là a initié ou a favorisé la mise en œuvre de dispositifs plus offensifs, plus percutants, de façon à ne plus avoir à revivre ce genre d'événement. C'est l'honneur de la police qui est en jeu à ce moment-là. On ne peut plus perdre la face à ce point-là. Donc, les moyens sont là, maintenant reste à les utiliser. Et le dispositif qui est mis en place va s'appuyer sur beaucoup plus d'unités mobiles, prêtes à aller intervenir là où il y aura besoin, et intervenir avec fermeté. Le feu vert est donné. Il faut essayer d'accroître la capacité de mobilité. C'est ce qu'attend le gouvernement, c'est ce que souhaite le ministre, c'est ce que l'on ressent. Donc il faut imaginer des dispositifs. Et c'est là où ces détachements d'action rapide ont été mis en place. Les DAR, ces détachements d'action rapide, sont constitués en puisant principalement dans les brigades anticriminalité, mais aussi dans les commissariats et même dans les rangs de l'antigang. Rompus à la lutte contre les violences urbaines, le banditisme et le terrorisme, ces troupes sont envoyées en renfort des unités officiellement dédiées au maintien de l'ordre, les compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmerie mobile. Les gendarmes mobiles sont identifiables par leur casque bleu uni. Les CRS portent un casque à bande jaune et leur numéro de section dans le dos. La préfecture de police de Paris dispose de ses propres forces, les compagnies d'intervention. Leurs casques se distinguent par des bandes bleu roi. Le 8 décembre, les DAR, avec leur tenue improvisée, se mêlent aux spécialistes. C'est-à-dire qu'on a dû solliciter des fonctionnaires dont la vocation n'est pas traditionnellement de faire du maintien de l'ordre. Mais on a eu affaire à des événements et à des comportements qui ne relevaient plus de la gestion classique de manifestation. C'est-à-dire qu'on est dans des situations davantage de confrontation, oui. Le pouvoir veut à tout prix éviter une deuxième débâcle. Le mot d'ordre est clair, éviter la casse. À l'issue d'une journée intense, l'exécutif se félicite devant les Français du retour de l'ordre. Les institutions ont tenu bon. La plus belle avenue du monde n'a pas été saccagée. Il est un peu plus de 21h lorsque les patrons de la place Beauvau, Christophe Castaner et Laurent Nunez, ainsi que le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, viennent féliciter les troupes. Vous étiez préparés au combat, à la violence exceptionnelle que vous avez, vous et vos camarades, subie il y a une semaine. La tactique a fait ses preuves. Elle sera reconduite malgré les 264 blessés, dont 39 parmi les forces de l'ordre. Le concours de toutes les forces de police et de gendarmerie va être extrêmement précieux, et notamment ceux qui vont venir renforcer les effectifs des forces mobiles ou de la préfecture de police de Paris. Et là, on va avoir un apport qui va être, à mes yeux, déterminant. Regardez là. Regardez bien. Jean, basket, casque, brassard de police, heureusement. Il m'en vient à me dire qu'on a raclé les fonds de tiroir. Là. Et on assiste là à une dérégulation, une déprofessionnalisation du maintien de l'ordre. Et là, avec un tir qui ne se justifie pas. Il n'y a aucune menace, il n'y a aucune foule, il n'y a aucune hostilité de la foule. Le général Bertrand Cavalier a l'avantage des retraités. Sa carrière dans la gendarmerie derrière lui, ce spécialiste du maintien de l'ordre a une parole libre. Jean-Louis Yonnet a fait toute sa carrière comme officier dans les CRS. L'ancien commandant, lui aussi à la retraite, n'a pas à demander la permission pour s'exprimer.
écoutez, voilà, maintenant il faut taper fort, allez-y, c'est à vous, on a mis les CRS de côté, allez-y. Ils ont fait le job avec la bite et le couteau, puisque voilà, hein, ils ne sont pas équipés comme nous on l'est. Ils ont fait le job sans avoir les bases d'une gestion de foule. Je leur remets vraiment pas la faute dessus. Je remets la faute sur ceux qui les ont lancés là-dedans, dans la gueule du loup. Le maintien de l'ordre, c'est vraiment une spécificité réservée à des forces mobiles. Les CRS, c'est les gendarmes qui s'entraînent tout le temps, qui travaillent tout le temps ensemble, qui ont l'équipement, qui ont la technique, la formation. C'est stressant d'avoir un casque sur la tête, d'être un peu bousculé, d'être dans un groupe, de devoir avancer, de respirer du gaz, d'être pris à partie. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que je suis? Si vous ne mettez pas dans ces situations-là des gens qui sont formés, des unités qui sont spécialisées, des gens qui sont préparés, bien encadrés pour faire face à ce genre de situation, ben, forcément, vous allez à la catastrophe. Le souci, c'est que le maintien de l'ordre, ça s'apprend pas entre le 1er et le 8 décembre. C'est pas parce qu'on a un casque qu'on fait du maintien de l'ordre. C'est pas parce qu'on a des grenades qu'on sait faire du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, à la base, c'est un nombre qui fait la force. Et là, on est sur un paradoxe. On a dit, on va inventer les dards, les braves, etc. Mais ce qu'il faut, c'est réhabiliter la manœuvre maintien de l'ordre. Moi, j'ai commandé de nombre d'opérations de maintien de l'ordre, et plus vous manœuvrez, moins vous faites usage de la force. Bouclier, en protection. Pour une progression pas cadencée, droit devant. En avant. Ma foule évolue, elle devient hostile. Bouclier en retrait. Bâton, pointe en avant. Ton fouet tenu à deux mains, pointe devant. Cette façon de disloquer une foule agressive, ça passe aussi par une manœuvre successive, par un rythme qu'on impose. Voilà. Et là, on évite éventuellement un contact. C'est en mettant ce dynamisme-là qu'on évite le contact. Ma foule devient agressive. Bouclier, en protection. Allez à droite, tout de suite, les gars. Il y a une part de dissuasion. Hein. Quand ils nous voient monter, casqués, avec les boucliers, en tapant sur les boucliers, la majorité partent. En fait, nous, les CRS, on a une grosse caisse à outils avec différentes techniques. Et suivant la définition de la mission qu'on nous donne, on prend la technique ou la méthode qu'on estime la mieux pour répondre à cette définition de mission. Bouclier en protection pour les vers vigilance. Vigilance, déploiement de banderole, constitution d'un black box à l'arrière avec équipement du black box. Allez, c'est tout un art de manœuvrer en groupe, de se protéger les uns les autres. Donc tout ça aussi, c'est vraiment le problème de la formation, de l'expérimentation et de la doctrine d'emploi des forces de police. C'est-à-dire l'emploi destiné à quoi? Pas à intimider, mais à faire respecter l'ordre et à faire respecter, entre autres, le droit de manifestation. C'est tout un art. Dans la foule se disperse, en aucun cas elle est menaçante. Vous avez un usage là qui est en aucun cas en conformité avec les principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. En aucun cas. C'est là que, vous voyez, l'opinion publique peut basculer, peut ne plus comprendre la logique d'un pouvoir et le sens de l'emploi de la force publique. Allez, position contact.
On progresse. Allez, on progresse à 15 mètres derrière l'abri. Ok. Visualise bien l'environnement. D'accord? Tu désignes, tu visualises un potentiel agresseur à une vingtaine de mètres qui pourrait te balancer une boule de pétanque, un cocktail Molotov. L'individu tout à gauche, là, qui tient un pavé, là. Ok, il va le balancer, il va le balancer, il va le balancer. Ah, il va le balancer, allez, engage! Lanceur! Ok, allez, Avec 9200 tirs en 3 mois, du jamais vu, et de nombreux blessés dont certains éborgnés, une arme se retrouve au cœur de la polémique, le LBD, le lanceur de balles de défense. peut-être un second individu. L'utilisation de cette arme, classée non létale, divise jusque dans les rangs des forces de l'ordre. Si quelqu'un nous lance un cocktail Molotov dessus, je pense qu'il vaut mieux qu'on réplique avec un LBD plutôt qu'avec notre arme. Je vais peut-être vous choquer. Aucune arme n'est dangereuse. C'est celui qui s'en sert, qui n'est pas suffisamment préparé, qui ne la connaît pas, qui est dans un état de stress, donc pas suffisamment encadré. C'est celui qui le sert qui est dangereux. Sur les 9200 tirs recensés en 3 mois, plus de 60% sont imputés aux effectifs des DAR, les détachements d'action rapide. Quand j'ai vu la manière dont il l'utilisait, avec mes collègues, on s'est regardé. On s'est dit, mais il est où le cadre juridique, là? À partir du moment où tu as localisé un individu qui a un pavé dans la main, qui a un cocktail, qui va le lancer, ton cadre légal te permet d'engager le feu. Allez, on se replie, concentre-toi sur ta position. Concentre-toi sur ta position, c'est le but. Le LBD, il est en police quand même depuis 10 ans. Avant, on n'en parlait pas. Pourquoi? Parce qu'il était utilisé principalement en violence urbaine, sur des individus très violents. En CRS, on l'employait pratiquement jamais. Parce qu'il n'était pas adapté aux foules. Et je ne sais pas comment on a laissé faire ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses que tout le monde ne maîtrise pas sur le LBD. Il a un viseur avec un point rouge. Il faut savoir que quand on est formé, on nous apprend que le point rouge est réglé pour point visé, point touché à 25 mètres. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant 25 mètres, la cartouche monte. Donc, si vous prenez la visée de quelqu'un à 10 mètres, si vous le visez ici, le problème c'est qu'à 10 mètres, la cartouche va impacter là. Sur une manifestation où vous recevez pavés, boules de pétanque, tout ça, je défie quiconque de penser à combien est le mec sur qui je vais tirer. Attends, 10 mètres. Donc à 10 mètres, la cartouche va monter. Donc il va falloir que je prenne plus bas. Donc tout ce qui est reproché au tir des LBD, je pense qu'il y a un gros problème à la base de matériel. Là, regarde à gauche, là, il a un cocktail à gauche, à gauche! Lanceur! Allez, tout de suite, on fait le rechargement. Est-ce qu'il y a une arme qui soit la bonne pour empêcher quelqu'un de jeter un pavé ou un cocktail Molotov? Si le cocktail Molotov a déjà été lancé, on n'est plus dans l'anticipation d'un acte que l'on veut empêcher. Et généralement, c'est ce qui se passe. La probabilité que des policiers, quel que soit leur niveau de grade, aient pu, entre guillemets, se faire plaisir ou profiter de situations d'exaction pour commettre des mauvais gestes, ce serait naïf de croire que ça n'a pas existé. Donc, à l'évidence, ça a pu exister. Aujourd'hui, la formation revient sur le devant de la scène. Alors qu'il y a quelques années, on n'en parlait même pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, il y a peut-être des manques. Si on voit ce qui se passe avec l'utilisation du LBD, si on voit ce qui se passe avec certaines grenades, etc., est-ce que justement, il n'y a pas un manque de formation? Former, c'est aussi savoir donner du sens à l'action que l'on mène. Et ça, je ne sais pas si aujourd'hui, les fonctionnaires de police reçoivent tout ce qu'ils devraient recevoir pour que
leur métier ait du sens. C'est très facile de former une troupe à être brutale. C'est très difficile de former une troupe à être précautionneux. Il faut qu'il y ait des cadres, il faut que tout le monde soit... C'est quelque chose qui se décrit, qui se définit et qui se développe dans le temps, en positif ou qui se dégrade dans le temps. Pavés, cocktails Molotov, fusées de détresse, boulons, pneus en feu, bouteilles d'acide. La violence n'a pas brusquement surgi avec les Gilets jaunes. Qu'elle soit le fait des étudiants en mai 68, des sidérurgistes ou des viticulteurs dans les années 70, ou des marins-pêcheurs dans les années 90, ces poussées de colère ont façonné le maintien de l'ordre à la française. Le maintien de l'ordre à la française. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi le maintien de l'ordre à la française? C'est la constatation, au début de la Troisième République notamment, que le maintien de l'ordre réalisé par des militaires conduisait à des massacres. C'est Clémenceau qui a été le grand transformateur, qui a compris dans les grandes grèves du début du siècle que la manifestation était un droit républicain, était même une forme d'expression républicaine. Et donc, on professionnalise d'abord des militaires, en créant les gardes mobiles dans les années 20, et puis ensuite des fonctionnaires de police au moment de la libération, les CRS en 1944. Donc le maintien de l'ordre à la française, c'est le fait que le maintien de l'ordre n'est pas fait par des unités militaires équipées avec des armes de guerre. La doctrine n'empêche pas les exactions. Le 17 octobre 1961, pendant la guerre d'Algérie, le préfet Maurice Papon accorde un permis de tuer à ses policiers qui répriment dans le sang une manifestation de travailleurs algériens. Bilan, 200 morts parmi les manifestants et un nombre important de blessés. En mai 1968, les affrontements déchirent la France. 2 morts, dont un commissaire de police. Le préfet Grimaud inscrit dans le marbre le fait de ne pas frapper un manifestant à terre et pose l'enjeu. Le maintien de l'ordre est une affaire de liberté. Le 5 décembre 1986, en marge d'une manifestation étudiante, Malik Oussekine est tabassé par des voltigeurs. Des agents à moto armés d'une sorte de matraque, pour la plupart formateurs, rattachés à la préfecture de police de Paris. Le jeune homme meurt quasiment sous l'œil des caméras. L'opinion publique est sous le choc. Les pelotons voltigeurs sont dissous sur le champ. Il est clair que ce drame a réveillé la conscience politique et la conscience policière et les a rappelés aux fondamentaux du maintien de l'ordre tel que nous le pratiquons dans notre pays, puisque la doctrine traditionnelle, c'est d'intervenir de façon massive, coordonnée, sous commandement, et de ne pas laisser la place à l'initiative individuelle. C'est pour ça que je reviens sans cesse sur les 3 grands principes du maintien de l'ordre français. C'est d'abord emploi privilégié d'unités professionnelles. C'est un métier. 2, emploi graduel de la force. Et 3, maintien à distance, de façon à éviter la confrontation directe. Dans une opération de maintien de l'ordre, quand vous avez des blessés ou des morts, on peut considérer qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc il faut en tirer des enseignements. Êtes-vous prêts pour les couleurs? Envoyez! Cette fois-ci, les centaines de blessés déplorés au fil des manifestations ne remettent pas en cause les choix du gouvernement. Depuis 20 ans, les politiques sécuritaires successives fragilisent les valeurs du maintien de l'ordre à la française. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Bon, à disposition, chef de section. Il y a eu une bascule qui est très claire, c'est la réglementation générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy, où il y a eu des coupes franches dans la fonction publique pour faire baisser le nombre de fonctionnaires. On a enlevé quasiment 10 000 policiers. Et il y a des directions qui ont payé un peu plus cher que d'autres dans la police nationale, et la direction centrale des CRS a été quasiment la plus impactée. Et en fait, on s'en est jamais remis. Bon, Sarkozy, c'est l'exemple même de l'homme politique qui fait tout le contraire de ce qu'il dit vouloir faire. À mon époque, on pouvait aligner des unités à 120
sur le terrain. Aujourd'hui, les unités, elles sont à 60 sur le terrain. Et c'est facile et aisé de comprendre que intervenir à 120, organiser, préparer, former, et intervenir à 60, en 60, on en fait une bouchée de pain. Effectivement, les effectifs de police ont été réduits. Je ne pense pas que ça ait d'influence sur la capacité de maintien de l'ordre, pour une raison extrêmement simple. C'est que si vous avez besoin d'un effectif plus important, au lieu d'utiliser une compagnie, vous utilisez 2 compagnies. Hein, c'est aussi simple que cela. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire de se dire, bon, il y a moins d'effectifs, mais bon, on va rassembler 2 compagnies, et puis en fait, même si les CRS ont les mêmes techniques, ils ne travaillent pas forcément ensemble. Avec une unité qui est faible en effectif, effectivement, on a plus de risque d'être enfoncé, on a plus de risque d'être fébrile dans les rangs si les collègues sont jeunes et pas aguerris. On court le risque d'avoir un recours aux moyens, LBD, grenades, plus important que si on s'était satisfait de la manœuvre. Parce que pour pouvoir manœuvrer, il faut une masse de manœuvre. La compensation que l'on offre, semble-t-il, aujourd'hui aux compagnies républicaines de sécurité, c'est d'avoir des surdotations. C'est-à-dire, on les militarise. Et j'allais presque dire à l'extrême. C'est en quelque sorte par compensation. Puisqu'ils n'ont plus le nombre qui fait la force, eh bien, on va leur donner des moyens supplémentaires. Moyens qui deviennent de moins en moins adaptés au maintien et au rétablissement de l'ordre public en termes de paix civile, parce qu'on leur donne des moyens qui sont du niveau de ce qu'on emploierait si on était totalement en insurrection permanente et pourquoi pas en guerre civile. On n'en est pas là. Les attentats de 2015 ont propulsé les forces mobiles dans une nouvelle ère. Pour faire face aux tueries de masse, des armes lourdes ont été distribuées. Entraînement antiterroriste, menace permanente. Cette course infernale accentue la fracture avec les manifestants. Et puis il y a la tenue. Le renforcement des protections n'a jamais cessé depuis la création des forces mobiles. En mai 68, les policiers sortaient encore en costume-cravate. Les fusées de détresse des marins-pêcheurs en 1994 ont imposé les jambières, puis les coques. Les casques ont été renforcés, comme les visières, en attendant les tenues ignifugées. Plus on équipe les policiers comme des Robocop et qu'on les protège, plus les manifestants se sentent dans un déséquilibre. Plus on leur donne des armes qui ressemblent à des armes de guerre et qui, en effet, jettent des projectiles et qui peuvent être très dangereux, plus on provoque un sentiment d'inégalité qui peut être lui-même générateur de colère, de violence. Donc, est-ce que c'est pas de nature à faire monter la manière d'agir des manifestants envers les policiers ainsi accoutrés? Oui, on peut le penser. La séquence interminable des Gilets jaunes a débouché sur un autre travers aux conséquences parfois lourdes. Un suremploi qui a épuisé les effectifs et sérieusement entamé leur endurance. Un policier, c'est pas un robot où on appuie sur un bouton en disant tu feras ci, tu feras ça, etc. Dessous, il y a un humain qui a ses problèmes personnels, ses problèmes peut-être financiers, ses problèmes de cœur. Et évidemment qu'à un moment donné, la fatigue, le manque de lucidité, l'énervement, le manque de moyens, le manque d'effectifs, parce qu'il est prégnant et c'est une vraie réalité pour les forces mobiles et surtout les CRS, fait qu'on arrive à des gestes inappropriés.
Autre héritage de Nicolas Sarkozy, la politique du chiffre. Elle a imprimé sa marque jusque dans le maintien de l'ordre. Source de tensions supplémentaires entre forces de l'ordre et manifestants. Pour certains, c'était un moyen de se mettre en avant. Pour eux, peu importe les moyens, il fallait du résultat. Et le résultat, c'était quoi? C'était des interpellations. On m'a demandé d'appuyer un mouvement de la BAC pour une interpellation, un jet de projectile. Bon, ben, dans l'urgence, il n'y a pas de problème. On les aide à interpeller. Quand j'ai été demandé voir qu'est-ce que c'était le projectile, c'était une tomate. Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, c'est pas bien de jeter des tomates sur les policiers, mais quand même. Et là, on est, à mon sens, dans un problème de chiffrage de l'efficacité. C'est-à-dire que moi, je suis le responsable de tel CI, de tel CSI, de tel BAC. Oh, j'en ai interpellé 30. Hein. Le samedi 23 mars 2019 à Nice, une poignée de gilets jaunes brave l'interdiction de se rassembler. Les policiers chargent pour les disperser. Heurtée par un bouclier, Geneviève Leguet, 73 ans, chute lourdement et se blesse à la tête. À partir du moment où il y a eu des ordres de dispersion, on se disperse. On ne reste pas au milieu en se disant je vais faire la révolution. Il y a quand même 3 sommations. Et si les gens ne reculent pas, voilà, les policiers, il faut aussi qu'ils reprennent le terrain. Donc là, il n'y a pas non plus, on parle de violence policière, de violence de quoi non, on a des gens qui sont récalcitrants et qui ne respectent pas la loi. Et quand on y réfléchit, on se dit que sans violence de la part des manifestants, pas de violence. Il y a eu un ordre, on respecte l'ordre, tout se passe bien. Le problème, c'est que plus personne écoute les ordres, respecte les ordres. Là, tu viens de reculer, il doit reculer, le monsieur. Il n'y a pas à venir parlementer, il n'y a pas... Les gens, ils cherchent à aller jusqu'au bout, jusqu'à la limite. Et après, hop, dès qu'ils tombent, hop. Il y a toujours un bon smartphone pour filmer. 20 mois plus tard, la justice estime que la charge était disproportionnée. Le commissaire à l'origine de l'action est mis en examen pour complicité, par ordre ou instruction, de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité civile. Chargé sur le terrain de décider de l'emploi de la force au nom de l'État, il a effectué les sommations réglementaires, puis ordonné aux différentes forces sous ses ordres, policiers et gendarmes, de disperser la foule. Les policiers ont obtempéré. Fait rarissime, l'officier de gendarmerie présent sur les lieux a refusé d'obéir au commissaire. Là, il y a eu le comportement, je dis, exemplaire d'un camp d'escadron qui a refusé d'obéir à des ordres qui étaient illégaux. Et je salue ce camp d'escadron. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression énorme de la hiérarchie. Il y a une sollicitation du corps préfectoral qui diffuse ces directives. Qu'un officier sur le terrain dise non, ça démontre un grand courage. Et je pense que la formation doit aujourd'hui, plus que jamais, mettre l'accent sur ce point fondamental qui est de se conformer à la lettre et à l'esprit de la loi. Avant d'être mis en examen, le commissaire a été médaillé pour sa gestion du mouvement des Gilets jaunes. Pour sa défense, il rappelle qu'il n'a fait qu'obéir à l'injonction du préfet des Alpes-Maritimes, aligné sur les consignes de la place Beauvau. Didier Lallement, votre modèle est Georges Clemenceau. À Paris, Didier Lallement succède à Michel Delpuech à la tête de la préfecture de police à la suite de l'incendie du Fouquet's le 16 mars 2019. Le nouveau préfet incarne la ligne dure et la fin des atermoiements face à la casse. Je vous demande de faire en sorte que la doctrine de maintien de l'ordre, telle que nous l'avons redéfinie entre le 1er et le 8 décembre, soit effectivement et résolument mise en œuvre, sans hésitation ni demi-mesure. Mais nous devons aller encore plus loin.
Les scènes de samedi nous le montrent, la violence est montée d'un cran. Notre réponse doit être la fermeté encore renforcée. Immédiatement, le nouveau préfet de police imprime sa marque. Décriés, les dards deviennent les braves, les brigades de répression de l'action violente. Le principe ne change pas. Mais on puise désormais parmi les équipes de maintien de l'ordre de la préfecture de police. Nouveauté, Didier Lallemand intronise les braves M. M pour moto. Objectif, se projeter vite en tout point de la capitale pour traquer le Black Bloc et les casseurs en action. Les gens gardent le souvenir des motos, parce que les motos, c'est impressionnant, parce que c'est ce qu'ils ont compris. Mais ça n'est qu'un petit élément de cette mobilité. La mobilité, c'est aussi faire face à une situation en répartissant la force en petits groupes, donnant une autonomie à chaque groupe, en lui disant la mission, c'est de faire ça. Ils la font, et puis après, ils s'adaptent à la réalité des choses, et quand on a besoin de se recomposer, ils se recomposent aussi vite qu'ils se sont décomposés, même si je n'utilise pas le bon terme, répartis dans un espace. Voilà, la mobilité, c'est ça, hein, c'est la capacité d'adaptation à une situation. Maintenant, on va au contact et on est là pour procéder aux interpellations. Et on a l'impression, on a l'impression de faire du maintien de l'ordre, on a l'impression de faire notre métier de flic sur le terrain en maintien de l'ordre. Ce fonctionnaire de la préfecture de police de Paris est régulièrement mobilisé dans le cadre des braves. Tenu au devoir de réserve, il ne peut s'exprimer à visage découvert sans l'autorisation de sa hiérarchie. Les CRS et les gendarmes mobiles sont habitués à... J'aime pas ce terme-là, mais on va dire qu'ils sont plus habitués à le subir, le maintien de l'ordre, que aller procéder à l'interpellation. Que nous, on va procéder à l'interpellation, c'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus au contact, on va aller beaucoup plus chercher l'individu. Donc il va falloir dégager un peu la zone où l'individu se trouve. C'est pour ça qu'on va beaucoup plus utiliser le LBD que les gendarmes et que les CRS. Moi, ce que j'ai vu des interventions des braves, il n'y a aucune graduation, quoi. On va dans le tas, et tout ce qui est autour, on fait le ménage. C'est pas ma conception du maintien de l'ordre. À l'occasion de l'acte 62, ambiance calme. Une légère petite nébuleuse que l'on repère, mais c'est très très calme. On arrive au bout d'1 heure à une intersection et on voit un groupe, alors c'est des compagnies d'intervention, fondre sur la masse de manifestants, faire une bulle de protection, mais alors, leur bulle de protection c'est à grands coups de matraque, hein, sans discernement, et interpeller quelqu'un. Et là, ce type de mouvement se reproduit 3 fois de suite encore. Jusqu'à ce que, à côté de la gare de l'Est, là carrément on s'est interposé entre les braves et des manifestants pour pas qu'ils prennent de coups. Pour pas qu'ils prennent de coups. Alors les braves, en fait, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais il faut que ça soit bien fait. C'est-à-dire que les braves, on les envoie sur des casseurs, sur des délinquants. Et c'est bien le distinguo qu'il faut faire. Un manifestant, c'est pas un délinquant. À l'initiative du préfet Lallemand, les braves sont désormais entérinés. Les forces mobiles devront faire avec. Force reste à la loi, car c'est ça notre travail, c'est que force reste à la loi. Et que les gens qui veulent détruire et casser, nous trouverons toujours en face d'eux. Et je ne changerai pas par rapport à ça. Je m'opposerai toujours avec détermination à la casse, à la destruction et à tout ce qui peut la motiver.
Maintenir l'ordre, c'est la feuille de route du gouvernement. Mais à quel prix? Où placer désormais le curseur entre protection des biens et protection des personnes? C'est une question de discernement, d'appréciation de la situation. On va jusqu'à d'ailleurs l'acceptation, on dit, de désordre acceptable. Un désordre acceptable, on l'accepte au sein de sa propre famille. Il peut y avoir quelques désagréments, on n'est pas dans un absolu. Bien une société, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a donc des revendications, des manifestations qui peuvent quelque peu dégénérer, il peut y avoir un peu de casse, un peu de mobilier, bon. Mais ça ne signifie pas que le maintien de l'ordre ne soit pas bien maîtrisé. Que veut-on? Sachant que l'effet final recherché est toujours politique, c'est favoriser le retour à la normale. Donc tout ça, c'est une question de dosage, l'usage de la force, légitime de la force. C'est aussi la gradation de jusqu'où on peut aller sans contredire le but recherché. Si le but recherché, c'est la paix civile, ben, il faut arriver à ce dosage. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. On ne casse pas, monsieur. Ouais, voyez, regardez, monsieur, j'étais aux Champs-Élysées, vous voyez, et j'étais devant l'Élysée. L'importance de la communication. Je suis président d'une association d'aide victimes, je ne casse pas. Et c'est des valeurs qu'on a. D'accord? Après... Ça, l'autre camp, c'est ce que j'ai souvent dénoncé et ce que la classe politique doit assumer aujourd'hui, avec la cacophonie politique et ces débats médiatisés à outrance visant à faire de la police une bande rivale. Oui, on s'est retrouvé le camp d'en face, ce qui est terrible. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense. Il faut arrêter de parler des violences policières. Je ne connais pas de policiers qui attaquent les manifestants comme ceux que nous avons vus samedi dernier. La police charge. C'est sa responsabilité. Elle est là pour garantir l'ordre public. Et d'ailleurs, elle est la seule légitime à pouvoir utiliser la force. Donc il peut y avoir des blessés. Mais attention à l'amalgame, ce ne sont pas des violences policières. Il y a une question centrale qui émerge dans cette crise dite des Gilets jaunes, c'est le positionnement du pouvoir. Au travers de ce déni, dont je ne m'explique pas d'ailleurs la raison. Ce pouvoir s'est terriblement fragilisé. Et il a perdu une partie de sa crédibilité. Comment s'extraire de cette défiance? Comment retrouver une langue commune? Une gestuelle qui ne lèse aucun des protagonistes? Comment faire en sorte que les manifestants pacifiques ne se sentent pas trahis? Faites semblant, ne frappez pas vraiment, sans déconner. Faites semblant, comme ça vous désobéissez pas aux ordres, vous balancez les couloirs en l'air, mais ne frappez pas vraiment, sans déconner. On n'est pas vos ennemis. Hein. Le fait de ne pas pouvoir manifester, parce qu'on craint, le faisant, d'être pris dans un des actes violents, me gêne profondément. Est-ce que ça peut être un calcul politique? Franchement, un peu, sans doute. Un peu parce que ce qui est en jeu, là, à travers tout ce qui se passe, ça reste l'opinion publique. Dans quelle direction va-t-elle basculer? J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. Il y a eu très clairement des images, il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Ils étaient dans l'obligation de dire la vérité. Parce que soutenir les yeux fermés, ça s'appelle une dictature. Et moi, j'en veux pas de ça. Moi, je suis policier pour faire respecter le bon droit de tout le monde. À l'origine de ce brusque changement de discours, de nouvelles images.
qui tournent en boucle sur les chaînes d'infos et les réseaux sociaux. Ce croche-pied à Toulouse et ce tir de LBD à bout portant à Paris. Les deux scènes se sont produites le 9 janvier 2020. En tout état de cause, on est sur une crise qui laisse une impression assez désagréable, y compris au regard de l'attente d'une réponse pénale des gens qui ont subi des dommages. Il y a quand même des interrogations légitimes qu'on peut se poser sur, y compris, la façon dont fonctionne l'état de droit. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, sur les 291 plaintes déposées contre les forces de l'ordre et transmises à la justice, une infime minorité a été jugée. La grande majorité de ces plaintes ne concernent ni les gendarmes mobiles, ni les CRS. Les services d'enquête interne se défendent, débordés, bien en peine d'identifier les auteurs. Le ministère de l'Intérieur, lui, soutient ses troupes et prend le risque d'accentuer la défiance d'une partie de la population. Aucune suspension provisoire ne sera prononcée avant le résultat des enquêtes. La première affaire de violence policière n'inquiète pas vraiment la place Beauvau. Fin 2019, un CRS comparaît devant le tribunal de Paris pour avoir jeté un pavé, sans atteindre personne. Son geste et son matricule avaient été immortalisés. Alors qu'il a quitté discrètement la salle d'audience, son syndicat assure sa défense devant les médias. Est-ce que c'était le procès des violences policières aujourd'hui? C'était un procès symbolique maintenant. Pourquoi c'était un procès symbolique? Parce que c'est un geste qui a été médiatisé, qui a fait le tour de France et qui vient au bout de 6 mois d'événements Gilets jaunes où on a commencé à entendre régulièrement la petite phrase et les mots de violence policière. Est-ce que vous pensez qu'il a payé pour toutes les violences qu'on voit depuis un an? Je pense qu'il y a, encore une fois, il y a un symbole derrière ça. Donc évidemment que ce procès très attendu a été sûrement coloré par cette ambiance-là, évidemment. On a dit aux forces de l'ordre d'y aller un peu plus fort puisque le 1er décembre a été trop chaotique. Mais maintenant, il est temps de calmer les choses, il est le temps de calmer la population. Le problème, c'est que nous, on agit sur ordre. Il y a beaucoup de collègues qui sont poursuivis judiciairement, tout ça, là. Ça pose quand même une question. Ils n'étaient pas tout seuls, les collègues. Ils ont reçu des ordres. Les CRS, on intervient, on est en unité constituée. C'est pas moi qui prends l'ordre, qui prend la décision de balancer des grenades. Il va falloir attendre près d'1 an pour assister au premier jugement lié aux lanceurs de balles de défense. Le 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon reconnaît l'État responsable d'une blessure causée par un tir de LBD. Depuis, les avocats cherchent à mettre en cause la chaîne hiérarchique. Parmi les procédures judiciaires en cours, l'affaire du Burger King reste emblématique, tant pour la violence des images que pour le temps de l'instruction. Les faits remontent à la journée historique du 1er décembre 2018. 4 CRS ont été mis en examen, 18 mois plus tard. Ouais, bon, là, c'est un peu compliqué parce que là, voilà, après je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, là, les images parlent d'elles-mêmes, c'est un peu compliqué d'expliquer ça, quoi. On en discute parfois entre nous de ces images et on a conclu qu'il y a eu personne n'est intervenu pour ramener à la raison, quoi. C'est inexplicable. Totalement inadmissible. Et là, je suis d'autant plus choqué qu'il s'agit bien d'une compagnie républicaine de sécurité. Ça m'est insupportable. Insupportable. C'est la négation même de l'art et la manière de rétablir l'ordre public. Pour moi, il y a là ici des exactions qui sont le fait d'individus qui, pour moi, n'ont rien à faire dans les compagnies républicaines de sécurité. Rien.
Ça se passe de commentaires, mais on peut ajouter un commentaire. Le manque de formation, on le constate. Peut-être aussi le manque d'encadrement. Mais c'est facile à corriger. Il faut simplement une dizaine d'années pour arriver à corriger tout ça. Certains condamnent ces images. D'autres réussissent à les expliquer, presque à les justifier. Je peux comprendre que ce soit des images compliquées à regarder. Après, ce sont des collègues sans prendre parti, Je pense qu'il faut faire un effort de contextualisation. On recontextualise. C'est une unité qui a été engagée le samedi d'avant, durement. Encore ce samedi-là, durement. Si on voit l'enchaînement des faits de la journée, c'est juste terrible. Il y a un certain nombre de choses que nous vivons que les syndicats ne dénoncent pas aussi fortement qu'il le faudrait. Les abus dans l'emploi de la force publique, d'une manière générale. Les abus et les exactions commises par certains membres de la force publique sur le terrain, insupportables aux citoyens, mais insupportables aux policiers, aussi, je l'espère, tout au moins dans l'ensemble, parce qu'on porte atteinte à l'image de la police nationale. On porte atteinte à l'idée même que le citoyen doit se faire de la police nationale, qui est une force de paix, de préservation de la paix publique. Qu'est-ce qui peut justifier d'aller frapper un homme à terre? Ça n'a aucun sens. Je dirais qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a déjà la dimension éthique, humaniste, je dirais. Et puis deuxièmement, il y a, je dirais, sur un plan d'image, le préjudice est colossal. Un geste déplacé des forces de l'ordre vu par des millions de personnes à la télévision, c'est catastrophique en termes d'image. Et il y a 30 ans, ce même geste, personne ne le voyait, ou celui qui en était victime, il disait à peine si on le croyait, et puis quand il voulait aller porter plainte, parfois il n'était pas très encouragé. C'était comme ça. Ce jour-là, ce fonctionnaire aurait sans doute préféré que personne ne filme la scène. Et peut-être qu'une loi interdise la diffusion des images. Ce n'est pourtant pas en supprimant les journalistes que l'on réconciliera la population avec sa police. Je suis journaliste, je filme. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dégage. Arrêtez. Dégage. Arrêtez, ne me donnez pas de coup de pied. Alors arrêtez. Dégage. Et je dégage quand je suis là, alors, je suis à la rue. C'est bon. Vous voulez voir ma carte? J'en ai rien à branler de ta carte. Vous n'allez pas me traiter comme ça. Ça va, merde. Aujourd'hui, les images, elles peuvent venir de n'importe où. Donc on sait que il faut que l'on fasse extrêmement attention à nos gestes, à nos paroles, mais j'ai envie de dire que ça nous rend meilleurs. Ça nous rend meilleurs parce qu'il faut quand même savoir que des fois, la captation d'images nous dédouane. Plus on est transparent, j'allais dire, et ça complique la vie. Mais mieux la République en sera, selon moi, préservée, et les citoyens, qui, par le biais de ce qu'ils voient, se montrent de plus en plus exigeants envers leur police, sont en train, tous ensemble, de déterminer une société à laquelle il faut continuer à rêver. J'entends par là qu'une société qui ne serait que policière nous serait, nous tous, insupportable. Je crois qu'il faut faire très attention à tout ce qui restreint le droit de manifester, le droit d'écrire, le droit de parler, le droit de... C'est une chose... Toute liberté provoque un risque, y compris pour les amis de la liberté. Mais toute mesure de sécurité excessive porte atteinte à la liberté un jour. Soldats du 17e, salut, salut à vous, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, pour votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. C'est toute une époque, parce que c'est un virage, un changement, et en effet, et là, ils disent, on ne se tue pas.
Soldats, votre conscience est nette. On ne se tue pas entre Français en refusant de rougir vos baïonnettes. Petits soldats, oui, vous avez bien fait. Vous voyez, c'est tout un programme politique.